Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous partager 18 conseils pour réussir vos présentations orales. Alors ça vous servira bien sûr lors de présentations prospects, mais également lors de présentations par exemple à des investisseurs, présentation à une famille, présentation lors d'une réunion, présentation lors d'un Tour de France, etc., etc. En fait, le but, en fait, c'est de finir avec des PowerPoint terribles où vraiment c'est mortel, on s'ennuie, on se dit mais merde, putain, qu'est-ce que j'ai fait comme perdre mon temps avec ça. Voilà. Parce qu'en fait, moi, je pars du constat que de plus en plus, en fait, on est dans une situation et dans une société où on doit apprendre à faire de présentations. Et si vous faites des Facebook Live, si vous faites des vidéos YouTube, si vous faites des conférences, si vous faites des salons et tout ça, de plus en plus, vous devez prendre la parole. Alors ça peut être vachement terrible hein, si on n'est pas habitué à prendre la parole en public parce qu'en fait on a la trouille, est-ce que les gens vont apprécier et là on manque d'air, on essaie de parler rapidement et puis c'est le début de la fin. Voilà. Pourtant en fait moi ça fait allez, on va dire une vingtaine d'années que je fais de la présentation professionnelle vraiment devant soit de 10 personnes, 20 personnes, soit au contraire devant plusieurs centaines de personnes. Hein. Je pense que j'ai fait mon record à plus de 1000 personnes à Sedge Expo au CNIT à la Défense. Et puis des web séminaires live où il y a aussi des centaines de connectés. Mais voilà, c'est la même chose. Faire un web séminaire aussi euh, nécessite d'avoir ces quelques bonnes idées hein, et bons principes. Donc c'est 18 conseils pour réussir une bonne présentation. Voilà, donc la première chose c'est commencer toujours par rappeler l'agenda de la présentation et ce qui va être dit. Ça c'est vachement important. Alors pourquoi on doit le faire? Parce que tout simplement si vous annoncez pas la couleur, le déroulé et ce que les autres vont apprendre, ce qu'ils pourront en fait poser comme question à quel moment, etc. Et bien en fait ça fera que les gens vont parfois être frustrés. Ben, voilà, si vous dites voilà, ben, bienvenue pour la présentation, alors bon, je commence tout de suite, ben, les gens ils vont se dire ouais, mais qu'est-ce qu'il va nous dire, où il en est qu'il est au début, est-ce qu'il est à la fin, etc. Donc en fait, ça permet aussi de verrouiller une prise de parole. Alors qu'est-ce que j'appelle verrouiller une prise de parole? En fait, si vous êtes dans le domaine de la formation, il faut savoir que ben, parfois en fait il y a des gens qui sont frustrés, qui disaient ouais mais au cours de la formation, moi je pensais faire ça. Et les gens ils vous le disent pas au départ, ils vous le disent en fait à la fin. Et donc en fait ça c'est vraiment important de verrouiller au départ la prise de parole en disant bon alors voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, est-ce que tout le monde est d'accord? Voilà. Et ça évite en fait de je m'attendais à ce que ceci, cela, on en parle aujourd'hui. Ben, à ce moment-là, ils ne pourront pas le dire parce qu'au début, vous aurez dit, ben, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Autre chose, autre point important, ça je ne l'ai pas noté ici, mais je vous invite à le faire, c'est lorsque vous êtes avec une présentation, demandez-leur à quoi ils s'attendent. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être le faire tout de suite. Demandez-leur en fait à quoi ils s'attendent lorsqu'ils participent à cette présentation. C'est-à-dire, posez simplement la question. Moi, en fait, je le fais quand c'est un PowerPoint que je présente lors d'un web séminaire. Ben, ce que je fais, c'est qu'en fait, je demande aux gens, voilà, qu'est-ce que vous voulez apprendre, quels sont vos besoins, quels sont vos challenges actuellement. Voilà. Donc ça vous permet vraiment de faire quelque chose qui est très très simple. Donc moi je vous conseille, voilà, comme je le disais ici, hop, petite astuce, en plus, voilà, avant de débuter, ou lors de lors d'un tour de table, alors c'est quand vous faites un tour de table, hein, en petit comité, par exemple en formation, voilà, formation, web séminaire, tac, demander aux participants ce qu'ils attendent de la prise de parole. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Voilà, et ça, c'est vraiment intéressant de faire, par exemple, lorsque vous faites un web séminaire, dites-leur, bah voilà, qu'est-ce que vous attendez du web séminaire, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, et aussi, vous pouvez dire bah, dans quel secteur d'activité vous êtes. Ça, c'est super intéressant à poser dans un web séminaire. Ne le faites pas par contre lorsque vous êtes dans une salle avec plusieurs dizaines de personnes, parce que ça va être trop long, il y aura trop de frustration, les gens diront ouais, j'aurais bien aimé aussi dire un petit peu ce que je voulais apprendre, etc. Donc il vaut mieux pas le faire en grand comité, uniquement en petit comité, ou alors lorsque vous êtes en web séminaire. Une autre alternative, et j'en parlerai juste après, c'est de discuter avec les gens juste avant la présentation. Et en fait, généralement, lorsque vous faites un salon, lorsque vous faites une conférence, lorsque vous faites un séminaire physique,
ou même un web séminaire, un petit peu avant le départ, bah, vous allez du côté de la salle de pause, ou alors vous discutez avec les premières personnes qui sont au premier rang, et de manière super informelle, vous demandez, bah voilà, bonjour, bah, je me présente, je m'appelle Frédéric Cannavette, on va commencer dans 5 minutes la conférence par exemple, à tout de suite, et puis à ce moment-là vous dites, bah voilà, est-ce que certains peuvent me dire un petit peu dans quel secteur d'activité vous êtes, etc. Faire un petit vote comme ça, c'est vraiment intéressant, discuter avec les gens, c'est vraiment intéressant. Donc faites-le toujours. Moi par exemple, j'avais l'habitude lorsque je faisais des tours de France avec des revendeurs ou même des clients, c'est en fait lors du petit-déj qui avait le petit-déj d'accueil, bah, une fois que j'avais vérifié que toute la salle était nickel, que le son était nickel, bah, j'allais direct discuter avec les gens et après ça me permettait de m'appuyer sur ces différents discours, ces différents témoignages pour en fait adapter ma présentation et surtout avoir quelque chose d'assez concret avec un retour de ce que les gens attendent vraiment. Voilà. Donc réaliser un agenda aussi détaillé, ça c'est vraiment intéressant. L'agenda vous permet aussi de dire bah voilà, je vais passer X minutes par chaque partie. Et moi j'ai l'habitude de faire ça en disant bah tiens voilà de quoi je dois parler et après j'essaye de minuter. Bon alors ça je peux le dire en 30 secondes, ça je peux dire en une minute, je peux dire en temps de temps et ça permet en fait de vérifier que tout rentre dans le timing qui est prévu. Si ça rentre pas, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous devez en fait supprimer des choses, vous devez alors simplifier une prise de parole, réduire les arguments, simplifier les slides, etc. etc. Ça, je vois souvent en fait avec certaines personnes qui ne sont pas habituées à l'exercice. Ils font un max de slides et puis après quand ils commencent un petit peu à répéter, ils se rendent compte que ça rentre pas dans les slides, enfin dans le timing. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer des slides, des départs, etc. Or en fait, avant de faire les slides, si vous avez fait ce minutage, donc voilà, l'introduction ça dure 2 minutes, l'agenda ça dure 2 minutes, ensuite le petit truc d'introduction, le bilan ça dure X minutes, ta. En fait là vous avez un déroulé et vous allez pouvoir faire les slides. Alors une autre astuce que j'ai pas évoquée d'ailleurs dans l'article que j'ai fait, c'est le fait en fait de pas forcément écrire les slides tout de suite. Ça c'est un des plus gros dangers je pense lorsque l'on fait les slides. Il y a deux manières de faire des slides, soit en fait c'est un sujet qu'on a déjà évoqué 3-4 fois, et une astuce assez simple c'est d'aller repomper des vieilles slides et essayer de les faire matcher avec la conférence, rajouter quelques slides en plus et hop, tac, voilà vous avez un truc qui tient à peu près la route. Ça c'est une méthode un peu classique quand vous sortez en fait d'une présentation et vous en allez en faire une autre qui est à peu près similaire. L'autre objet, c'est en fait, on vous demande de faire une présentation ad hoc, qui est vraiment dédiée et spécifique. Et là, en fait, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau et vous allez devoir en fait essayer de faire quelque chose qui va être original, que vous n'avez pas fait précédemment. Dans ces cas-là, en fait, il ne faut surtout pas commencer à écrire vos slides. Vous allez écrire au contraire les grandes idées et éventuellement un plan sur papier. Donc vous le notez sur un papier en disant voilà qu'est-ce qui est important de retenir, quelle est la grande idée, voici les exemples, voici ceci, cela. Et ensuite vous allez essayer de trouver un fil directeur, essayer d'ordonner tout ça pour en fait trouver un sens important. Vous allez rejeter des idées, ajouter des idées, etc. Une bonne astuce en fait, si vous n'êtes pas du tout habitué à ça, c'est de prendre des post-it. C'est-à-dire que chaque post-it correspond à un slide et après en fait, au lieu de faire les slides, vous allez tout simplement prendre vos post-it et vous allez faire en fait des petites transitions entre chaque post-it. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une transition naturelle entre le post-it 1, post-it 2, post-it 3, post-it 4. Alors ça peut être bon voilà, on a eu le résumé, maintenant je vous propose de commencer, mais après ça peut être un résumé qui est beaucoup plus liés. Par exemple, ben voilà, vous avez vu la situation actuelle, mais heureusement, je vous rassure, on a commencé à réagir et on a mis en place un plan d'action. Et là, vous montrez en fait le plan d'action. Donc en fait, avec ce système-là de slides qui sont faites sous forme de post-it, avec 2-3 idées sur le post-it et en fait une liaison que vous pouvez changer, avec des post-it que vous pouvez changer de place, etc. Vous aurez la possibilité de comme ça d'avoir un contenu qui va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile à ensuite réaliser sous forme de slide. Voilà. Donc c'est ma petite astuce que j'ai pas marquée ici mais qui est importante. Donc deuxième conseil, définissez 2 ou 3 messages maximum à faire passer dans votre présentation. Idéalement, il y a un message principal, un objectif principal, et éventuellement vous mettez 2-3 messages secondaires, mais pas beaucoup plus. En fait, le fait de ne pas avoir défini le message principal est souvent la raison d'un échec d'une présentation. On essaye vraiment
de faire passer trop de messages. Parfois, il faut qu'on se dit, faut que le client il achète ce produit, il faut lui dire aussi que il y a peut-être une option qui existe, et puis il y a peut-être ça aussi qui existe, etc. Non, il faut au contraire simplifier le message. Il y a un produit à acheter, il y a un appel à l'action à acheter. Et ce problème, il faut le définir avant de faire la présentation. En fait, il faut se poser une question qui est très simple, c'est s'il n'y a qu'une seule chose que les gens doivent retenir de ces slides, c'est quoi? Des 45 minutes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent en fait? C'est simple. Si par exemple ils doivent, je ne sais pas, demander une démo, s'ils doivent aller sur votre stand, etc., etc. Par exemple, moi j'ai vu trop souvent lors de présentations sur des salons, les gens qui disaient bon voilà, voilà vous avez cité la présentation et puis maintenant si vous voulez vous pouvez télécharger la version de démo sur notre site, vous pouvez aussi nous retrouver sur le stand, vous avez aussi un livre blanc à télécharger et puis je suis à votre disposition aussi pour toute discussion à la fin de cette conférence. Alors il y a 4 choix, le mec il se dit bon alors dans le tas qu'est-ce que je fais? Il faut plutôt dire ok voilà, si vous voulez en savoir plus, venez discuter avec moi, et autrement on est présent au stand machin. Ou alors utilisez vous avez un compte de démo que vous pouvez utiliser avec un bon de réduction de X euros. Voilà, je l'ai déposé sur vos chaises et vous faites ça. Donc vous avez un plan d'action et vous mettez ce visuel du fameux bon de réduction, etc. dans vos slides. C'est vraiment hyper important d'avoir ça. Voilà. J'ai tendance aussi à dire qu'il faut réfléchir en technique de petits pas ou d'étapes. C'est-à-dire que si votre présentation a un seul objectif, c'est souvent la première étape d'un processus de vente. Par exemple, en fait, est-ce que les gens doivent faire quoi? Est-ce qu'ils doivent commander un produit? Est-ce qu'ils doivent décrocher leur téléphone? Est-ce qu'ils doivent télécharger un livre blanc, etc., etc. Souvent, en fait, moi, dans la vente B2B, qu'est-ce qui se passe? C'est que la première présentation PowerPoint, elle n'a pas pour but de vendre le produit. Non, parce qu'on sait très bien que la vente ne va pas être comme ça, elle va pas se signer directement au premier rendez-vous. L'objectif de la première présentation, c'est d'arriver à la seconde présentation avec une démonstration personnalisée, où c'est par exemple être retenu pour faire partie du cahier des charges. C'est par exemple séduire le responsable des achats pour ensuite se dire tiens, est-ce qu'on peut après rencontrer d'autres personnes, etc., etc. Donc voilà, il ne faut pas en fait se dire je vais essayer de vendre tout de suite ou faire des choses comme ça. Il faut essayer de passer par étapes et se dire qu'est-ce qui est le plus important. Voilà. Et donc s'il y a vraiment 2 slides à travailler, c'est le slide d'intro pour réveiller un petit peu les gens et leur faire prendre conscience qu'il y a quelque chose pour eux là-dedans. C'est vraiment important de penser à vous et pas comment dire, au produit. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une présentation et en fait, j'étais hyper mal à l'aise. J'étais vraiment hyper mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas moi qui avais fait la présentation PowerPoint, c'était pour présenter notre gamme de produits à un prospect. Qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé dans la salle, en fait on avait déjà eu rapidement la personne au téléphone, enfin c'était le commercial, et là tout de suite on a enchaîné sur notre société, ensuite sur le produit A, et ensuite sur le produit B, et à la fin on a dit vous avez des questions? C'était complètement débile, et j'étais hyper mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas laissé de l'espace au client, enfin au prospect en l'occurrence, pour s'exprimer. C'est-à-dire que généralement moi je rajoute une slide qui est ce que nous avons compris de vos besoins, ou ce que nous pourrions faire pour vous. Ce qu'on a compris de vos besoins, c'est quand il y a déjà une mini qualification par téléphone. Ce que l'on pourrait faire pour vous, c'est en fait ce qu'on imagine faire pour vous avec nos produits. Et cette slide est vraiment importante parce qu'elle permet d'échanger, d'avoir l'aval du client en disant est-ce que ce qu'on a bien compris, ce que vous vouliez, est-ce que ce sont bien vos objectifs, etc. Voilà. Donc c'est super important de travailler sur cette slide-là. Et donc comme je disais, ça c'est la slide un petit peu d'introduction. Et la slide de conclusion, c'est voilà, qu'est-ce qu'on va retenir? Et en fait, la slide qu'on va retenir, c'est c'est la dernière slide. C'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'était que ça et ça. Et ensuite, quelles sont les prochaines étapes? Quand est-ce qu'on peut avoir un second rendez-vous, etc., etc. Voilà. Les techniques de neuromarketing montrent en fait que le cerveau a un taux d'attention très limité parce que je crois que à plein régime le cerveau doit consommer à peu près 25% de l'énergie de notre corps alors que c'est un tout petit organe et en fait souvent en fait on met son cerveau
en repos ou en mode pilote automatique, ce qui fait que parfois dans une présentation, au bout d'une heure, on a retenu, ah oui, qu'est-ce qu'il a dit, ah, je me souviens plus trop, il a parlé de ceci, il a parlé de cela. Bon, c'est pas, on n'a pas trop compris. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça qu'il faut vraiment soigner son introduction et sa conclusion, parce que c'est ce que le cerveau va retenir, parce qu'il aura vu, il a eu l'attention au début et l'attention à la fin. Pour réussir à avoir une meilleure mémorisation, qu'est-ce qu'on fait? Il faut associer des images et des mots. Pourquoi des images et des mots? Tout simplement parce que les images sont comprises beaucoup plus vite. Je crois que c'est un facteur de, on va dire, 5 ou 50 millisecondes pour comprendre une image, et je crois que c'est 500 millisecondes pour comprendre un texte. Donc en fait, il vaut mieux mettre des images et associer images et texte. C'est pour ça que les bons PowerPoint ont en fait une belle image avec un petit texte, et non pas plein de texte avec une petite image. Voilà. Donc conseil numéro 3, c'est répéter en conditions réelles devant vos collègues ou tout seul votre présentation PowerPoint. Pour moi, c'est le seul moyen vraiment de tester son discours et de voir si ça marche ou pas. En fait, vous prenez par exemple votre smartphone, vous le posez devant vous, ou alors vous le mettez en mode selfie, et vous racontez en fait votre discours. Alors bonjour, si vous avez par exemple une perche selfie, c'est encore mieux, parce qu'avec une perche selfie, vous allez voir votre visage, vous allez voir en fait vos gestes, etc. etc. Donc vous faites ça, vous commencez votre discours. L'idéal en fait, c'est de ne pas trop s'arrêter non plus. Si vous arrêtez à chaque bafouillement, à chaque machin, vous n'allez pas avancer. Donc essayez de vous lancer d'une traite, et tant pis si le premier jet il n'est pas terrible et que vous n'avez pas en fait tout bien fait, c'est pas grave. Ce qui est important en fait, c'est de réussir à faire votre première présentation et votre premier déroulé en entier pour voir un petit peu si ça s'enchaîne bien, s'il y a un ceci, s'il y a cela. Ne vous arrêtez pas à corriger les slides et tout ça, vous le ferez après. Faites un premier jet et après vous ferez les corrections. Mais faites ce premier jet, c'est super important. Voilà. Idéalement, si c'est un sujet vraiment important et que vous n'êtes pas devant vos collègues qui ne sont pas en fait des gens qui connaissent votre entreprise, vos produits, faites une répétition devant quelqu'un qui ne connaît rien. Par exemple, votre femme, votre mari, votre mère, votre père, etc., etc. Parce qu'en fait, ça permettra en fait de voir que si eux ils comprennent, tout le monde va comprendre. Encore une fois, c'est aussi important parce que donc on a différents cerveaux, hein, cerveau reptilien, etc., etc., qui animent un petit peu nos pensées, qui nous permettent de comprendre. Il faut savoir que le cerveau en fait reptilien, le cerveau qui est le plus inné, qui se déclenche beaucoup sur les émotions, ne comprend pas vraiment tout ce qui est langage complexe. C'est-à-dire que le langage très châtié à la Emmanuel Macron, c'est un langage en fait qui parle beaucoup au cerveau rationnel, mais qui ne parle pas beaucoup au cerveau émotionnel. Et c'est pour ça en fait qu'il faut avoir des discours très simples, très imagés, et ne surtout pas utiliser des termes trop compliqués comme des billevesées, etc., etc. Il faut vraiment arrêter de se faire plaisir et utiliser du langage technique. Au contraire, faire simple. Si vous voulez passer sur vraiment dans l'esprit et passer un message qui va être retenu de la part de vos prospects, pensez des messages super simples et ajoutez du visuel et du texte. Voilà. Conseil marketing numéro 4, servez-vous du PowerPoint pour illustrer votre discours et pas l'inverse. Ça, c'est l'erreur la plus courante. Et je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps lors d'une réunion commerciale, enfin une réunion commerciale, une présentation commerciale avec un prospect. Oh là là, c'était la configuration de la salle était mal foutue. C'est-à-dire qu'il y avait un écran et nous on était chacun de notre côté de la salle. Et en fait, au bout de la salle, il y avait les prospects. C'est-à-dire que les prospects regardaient l'écran, nous on était en fait sur les côtés et on essayait en fait, soit on pouvait regarder l'écran, soit on pouvait regarder les prospects. Et ça, c'était vraiment pas terrible parce qu'à un moment donné, un de mes collègues, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de regarder son PowerPoint et puis il était en train de réciter ce qui était marqué dessus, avec un peu plus de détails, bien sûr, un peu plus d'informations, etc. Mais bon, vous vous rendez compte un petit peu l'impression que ça donne. Vous vous intéressez uniquement à vos slides et vous ne regardez pas les interactions, les comportements des personnes. Donc au contraire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut connaître, je dirais pas par cœur, mais uniquement utiliser les grandes lignes, les grandes idées de vos slides pour faire votre discours. C'est pour ça en fait qu'il faut mettre très peu de texte et uniquement des idées, parce que c'est vous qui allez broder là-dessus. Lors de cette réunion, comme je vous le disais, qu'est-ce qui s'est passé? Moi en fait, je disais voilà ce qu'on va voir ici, etc., etc. C'est pas grave si mon texte n'était pas exact, enfin mon texte, ma parole, ce que je disais, n'était pas exactement ce qui était marqué sur les slides, c'est pas grave, mais il y avait l'idée. Donc je regardais de temps en temps un petit coup d'œil pour voir où j'en étais dans mon déroulé. J'utilisais une petite zappette qu'on verra tout à l'heure pour passer les slides, mais je gardais un contact visuel avec les gens. Je
Je regardais un petit peu comment elle réagissait, et tout de suite là c'est beaucoup mieux, puisqu'en fait on s'adresse vraiment aux gens. Voilà. Donc comment on fait pour se détacher de ces notes? Il y a plusieurs méthodes. La première en fait que je vous conseille, si vous n'êtes pas habitué, c'est de écrire de A à Z votre discours. Ça revient un petit peu au coup qu'on a vu juste avant, où on va en fait réciter de A à Z sa présentation. Enfin, on va faire de A à Z sa présentation. Et justement, on ne va pas la réciter, il ne faut surtout pas la prendre par cœur, mais le seul moyen de pouvoir bien réussir une présentation PowerPoint, qu'on n'est pas habitué, c'est tout simplement d'écrire son discours, toutes les phrases de A à Z avec ce qu'on va dire. Ça vous permettra en fait de savoir exactement ce que vous allez dire, le temps que ça met, les idées, corriger un petit peu les liaisons, etc. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas utiliser exactement ce texte-là lors de vos présentations. Pourquoi? Parce que le français à l'écrit et le français à l'oral, c'est pas du tout le même. Vous allez utiliser des raccourcis, etc., etc. Mais c'est un bon moyen pour poser son discours et savoir ce qu'on veut faire. Comme je disais, le but, ce ne sera pas d'apprendre par cœur, ça serait une trop grosse erreur, mais de savoir exactement ce que vous allez dire. Quand vous avez cette trame complète, vous aurez une vision globale et exhaustive de ce que vous devez faire. Parce qu'autrement, il y a des gens qui disent ouais, mais là je vais improviser, puis bon, là je dirais plutôt ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, lors de cette réunion commerciale là avec un prospect, eh ben, en fait, on a un de mes collègues. On était 4 en fait dans la salle. Hein. Mon collègue, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a commencé à délirer. On avait 1 heure de présentation, et puis il a commencé à partir dans des détails, à raconter des anecdotes. On avait un temps de parole qui était extrêmement limité, et qui était vraiment limité par le nombre de personnes, par le nombre d'interlocuteurs, parce que c'est un appel d'offres public avec un cadre important. Et le voilà qui part dans des détails, qui raconte des petites histoires. Bon, certes, c'était pas totalement inintéressant, mais ça nous a bouffé totalement notre temps de parole après pour les présentations et les autres choses. Donc c'est pour ça qu'en cadrant la prise de parole avec le fameux minutage dont j'ai parlé tout à l'heure, et ensuite en écrivant votre discours, vous allez en fait pouvoir tout simplement savoir exactement ce que vous allez dire. Un truc qui est également intéressant, si vous êtes à plusieurs à prendre la parole en public. Là, je ne vous l'ai pas noté dans l'article. Ce que je fais moi, c'est que je mets des petites pastilles de couleur. C'est-à-dire qu'en fait, en bas à droite, ou en bas à gauche, normalement moi je mets en bas à droite, je mets une petite pastille de couleur, une petite bille qui se voit à peine, et en fait selon la couleur, on sait qui prend la parole. Et ça permet tout de suite d'être vachement rassuré, d'avoir un discours extrêmement fiable, fluide là-dessus, et fiable. Voilà. Donc cette transition doit être vraiment aussi bien faite. Évitez toujours les... Et dans la prochaine slide, nous allons voir ça. Ou le truc... bon, alors, on va passer la prochaine slide. Est-ce que tu peux passer la prochaine slide? Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton? Ça fait vraiment très naze. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas répété. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Vaut mieux utiliser une petite zapette ou alors une souris sans fil. Si vous n'avez pas de zapette, hein, je vous montrerai tout à l'heure à l'écran ce que c'est. Une zapette, c'est en fait, c'est... un petit truc que vous avez dans la main qui permet en fait de passer les slides, un pass slide avec des boutons avant-arrière et un petit pointeur laser. Voilà. Donc en fait ça vous faites simplement. Donc pour écrire votre discours, c'est très simple. Vous avez une fonction en fait dans PowerPoint qui est envoyer dans Word le document. Et en fait tout simplement ça va vous extraire les slides. Et en fait, vous allez pouvoir avoir dans une colonne la slide, dans l'autre colonne en fait le texte. Et là, vous avez juste à taper votre texte exactement en face de chaque slide avec la transition. Donc ça, c'est vraiment super simple et ça permet vraiment d'être super efficace. Si après, vous avez besoin de vos notes lors de la présentation, vous n'allez pas utiliser votre discours que vous avez avant. Non. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre en fait vos fameux slides qu'on a vu auparavant, que vous avez exporté sur Word, et vous allez le plier en 4, vous faites un A4 qui est plié une fois, qui est plié une deuxième fois, donc vous avez une fiche en fait, grosso modo, qui fait fiche Bristol qui tient dans la main, et là vous allez en fait noter les idées pour chacune des slides, avec en fait ce que vous allez dire. Et ça c'est super efficace, parce qu'en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir en fait travailler avec un système de petites fiches. Ça c'est super intéressant, surtout si vous avez en fait des moments de pause. C'est-à-dire que par exemple, vous faites votre discours, puis après il y a une autre personne qui intervient, après il y a une vidéo ou il y a un truc comme ça. Quand vous avez votre petite fiche comme ça, en fait, tac tac, pendant que ces phases en fait de calme, bah, vous allez pouvoir reprendre vos fiches. Ça c'est super intéressant quand vous faites une présentation devant 50, 100 personnes et que la présentation dure 1 heure ou 2 et que vous êtes un petit peu le monsieur loyal qui doit faire la liaison entre les différentes présentations. Ça ne marche bien sûr pas si vous êtes devant, devant un petit comité de 3-4 personnes.
Si vous faites en fait du live en vidéo, par exemple un Facebook Live, un YouTube Live, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de noter encore une fois sur un petit post-it vos idées, voilà, ou alors sur votre smartphone. Moi je le fais souvent sur le smartphone, je note les idées et en fait comme ça je sais exactement ce que je dois dire. Voilà. Petite astuce, si jamais vous écrivez des choses sur un papier et que vous tenez à la main, écrivez-le au crayon gris ou au crayon bille, mais surtout pas à l'encre, autrement avec la transpiration, à force de le tenir dans la main, ça va être assez immonde. Voilà. Il est important aussi quand vous faites ce travail de répétition, de le faire quelques jours avant la présentation. En fait, le cerveau, c'est comme un disque dur, sauf qu'en fait, il écrit votre discours et il mémorise les informations au moment des périodes de sommeil. C'est-à-dire que si vous voulez retenir des textes, il faut dormir dessus au moins 2-3 fois. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer à faire sa répétition une semaine avant et le faire une fois tous les jours, éventuellement le soir, juste avant de s'endormir, et tac, en fait, ça permettra d'avoir un bon enregistrement. Voilà. Comme ça, en fait, vous allez vraiment maîtriser votre discours. Voilà. Une petite astuce en fait aussi, ce que j'utilise, c'est qu'en fait une fois que j'ai fait ma répétition sur mon smartphone de A à Z, je vois mon timing. Souvent en fait ce que je fais, c'est que je l'envoie à mes collègues et je leur dis bah voilà ce que je vais dire, est-ce que tu peux me faire un retour? Donc ils ont mon speech qui dure 10-15 minutes. Et après, ce document-là, enregistré, cette vidéo enregistrée, elle me sert aussi à l'envoyer au prospect. Parce que parfois, en fait, au prospect, on oublie de lui dire des choses, ou alors, il n'a pas tout compris dans la démo, il veut voir des trucs. Donc, en fait, vous enregistrez votre présentation vidéo que vous avez faite sur votre... moi, j'utilise Camtasia hein, sur PC, un logiciel de screencast, mais vous pouvez le faire aussi avec un autre outil hein, que vous aurez qui permet de capturer les écrans. Et il y a Cam Studio qui existe également sur PC, c'est un logiciel gratuit Cam Studio. Camtasia, lui, il coûte un peu plus cher, il coûte dans les 150-200 euros. Et sur Mac, vous avez un logiciel qui s'appelle ScreenFlow. Donc en fait, voilà, vous avez ce truc-là qui permet d'enregistrer la vidéo et ensuite vous l'envoyez à votre prospect derrière. L'autre option, que vous ayez cet outil d'enregistrement de screencast, ou si vous faites l'enregistrement au format uniquement audio sur votre téléphone, c'est simplement que le réécouter. Moi, ça m'arrive souvent, en fait, avant de faire une présentation à un prospect, je me réécoute dans les transports 2-3 fois ce que je dois dire, et après, tac, ça marche tout seul. Voilà, ça c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que je vous donne une astuce, il y a à peu près 10 ans de cela, en fait on devait faire des mini présentations, ça durait 2-3 minutes de nos produits qui étaient enregistrés et filmés, et il fallait prendre en fait ça uniquement d'une seule prise. Et en fait qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai eu mon texte le jour avant, et en plus j'avais plein de choses à faire, j'ai pas pu en fait le bosser le texte, et donc en fait au lieu d'avoir une petite lecture rapide le soir d'avant, je me dis bah c'est pas grave, je regarderai ça dans le métro. Le problème c'est que j'ai pas eu le temps d'avoir une mémorisation, un enregistrement dans mon cerveau en tant que disque dur. Donc je connaissais pas ma prise de parole et c'était un peu compliqué quoi. Dans ces cas-là, il existe une autre option quand on fait de l'enregistrement comme ça de présentation en live. L'astuce en fait, c'est de mettre juste au-dessus de la caméra. Par exemple, vous êtes à 1 ou 2 mètres de la caméra, vous mettez juste au-dessus en fait, vous demandez à une personne de tenir une feuille A4 avec les 3, 4, 5 grandes idées, pas le texte complet mais les grandes idées à dire, par exemple étape 1, étape 2, étape 3, et en fait les grandes idées importantes. Et là en fait comme c'est un peu comme un prompteur, et là en fait vous avez les grandes idées et vous êtes sûr de ne pas louper votre présentation. Et en fait justement dans mon cas de figure, comme c'était ça, j'ai dû apprendre quasiment aller dans les transports 1 heure avant le speech. On a dû faire cette petite astuce là et comme ça j'avais mes idées sur ce qu'il fallait dire ou pas. Une astuce également, lorsque vous êtes comme ça à faire une présentation vidéo, une présentation orale, en fait il est super important de respirer par le ventre. Vous voyez là ici je parle assez vite, je parle assez rapidement, c'est pas un débit qui est adapté lorsqu'on fait une présentation orale. Lorsqu'on fait une présentation orale, il faut plutôt parler un peu plus lentement, comme ça. Vous voyez, lentement. Donc vous voyez un petit peu là j'ai insisté et j'ai fait des petites techniques qu'on fait à l'oral, c'est-à-dire qu'en fait au lieu de parler vite, qui est souvent le syndrome en fait des gens qui sont pressés, et là encore une fois au niveau du neuromarketing, le fait de parler très vite décrédibilise une personne. Alors, en fait, depuis toujours, depuis l'âge des cavernes ou je ne sais quoi, les gens qui parlent lentement ont plus de pouvoir
de persuasion et de crédibilité que les gens qui parlent rapidement et qui disent plein de choses et qui sont en train d'essayer de pousser, allez, achetez mon produit, achetez mon produit, achetez mon produit. Et c'est pour ça que vous verrez que la plupart des hommes politiques parlent plutôt comme cela, en appuyant les mots, avec, comme je disais, des petites techniques qui est par exemple de dire lentement. En fait, là, c'est une technique en fait très simple. Vous allez insister sur quelques mots et vous le répétez derrière. Et en fait, ça fait en sorte que les gens, en fait, ils comprennent bien ce que vous allez dire. Voilà. Donc ça, c'est quelques petites techniques que je vous conseille de faire. Moi, je parle assez vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en podcast et j'ai pas envie de vous ennuyer parce qu'en fait, lorsqu'on a une personne qui est dans une salle ou qui écoute un discours ou qui est à la télé un petit peu captif, bah, tout simplement, elle va rester devant la télé. Là, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur un podcast, bah, vous avez une possibilité de zapper. Donc en fait, moi, je veux pas que vous zappiez. Je veux en fait que vous continuez à lire et à écouter. Et donc en fait, je change un peu régulièrement le mode de parole. J'augmente le rythme, je baisse le rythme. Je peux augmenter la voix, baisser tout à fait la voix. En fait, ça, c'est des techniques en fait qui vous permettent d'être toujours attentif. Alors bon, ça c'est ce qu'on doit faire en théorie. Moi, je le sais, je parle toujours très vite comme ça. Mais bon, ça vous permet au moins d'avoir un discours et de ne pas avoir à le mettre en vitesse 1.2 lorsque vous êtes en train de le lire sur votre smartphone ou sur YouTube. Voilà. Un autre truc également, écrivez le moins possible sur vos slides. Alors ça, je sais que c'est compliqué et moi aussi j'ai vraiment beaucoup de mal à le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis habitué à faire des présentations PowerPoint en web séminaire, je suis habitué à faire des présentations PowerPoint sur des sujets assez techniques et en fait souvent on se dit le meilleur moyen que les personnes comprennent, c'est justement de ne pas avoir beaucoup avoir un texte qui est très simple et que les gens puissent lire. Sauf que si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? La personne elle va passer plus de temps à lire vos slides et ensuite à vous écouter, alors que ça doit être normalement l'inverse. Elle doit vous écouter et ensuite lire les slides. C'est pour ça en fait qu'il faut éviter d'avoir des polices de caractère trop petites, parce que si on a des polices de caractère trop petites, on va être poussé à tout simplement écrire beaucoup de texte pour remplir. Donc au contraire, il faut une grosse police. Alors parfois on parle de 14, on parle de 20 en taille, mais vraiment il faut essayer d'en mettre le moins possible. Moins vous en mettrez, plus vous aurez l'air professionnel. Voilà. Alors, après, vous pouvez faire deux versions. Il y a une version PowerPoint, par exemple, plus complète avec tous les textes, etc., que vous pourrez remettre en fait aux gens après la présentation. Soit en fait, c'est une présentation qui est faite pour utiliser uniquement l'oral, avec quelques mots-clés, des images, etc. Et ça, en fait, c'est une présentation qui va être vraiment super impactante. Voilà. Pour éviter justement d'avoir cet effet-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, tout simplement, relisez vos slides. Et quand vous relisez vos slides, dites-vous, mais est-ce que je ne peux pas supprimer un mot? Est-ce que je ne peux pas supprimer un verbe? Est-ce que je ne peux pas supprimer les vous? Est-ce que je ne peux pas supprimer ceci, cela? Essayez de réduire au maximum. En fait, c'est un travail en fait quasi artistique. Hein. Les artistes disent toujours, une œuvre en fait n'est terminée que lorsqu'on ne peut plus rien enlever. Donc à vous de vous dire, qu'est-ce que vous pouvez encore enlever pour arriver vraiment au minimum. Voilà. La présentation est là que pour illustrer les écrits. C'est pas là pour faire tout le détail. Voilà. Donc des mots-clés, des balises, des puces et des choses comme ça. Pour les graphiques, il faut vraiment supprimer tous les tableaux Excel, les trucs compliqués, les camemberts avec 50 000 trucs. Non, si vous avez un camembert à présenter, ne retenez qu'un chiffre important. Voilà. Citez un ou deux chiffres clés avec une image et c'est tout. Par exemple, si vous avez un graphique sur comment en fait est décomposé les ventes, etc. Dites pas chaque vente est décomposée de ceci, cela, mais dites voilà, la moitié des gens font ceci, plus de la moitié des gens font cela. Donc un chiffre, une illustration impactante. Voilà, une image vaut 1000 mots, c'est vraiment important, ça va tout de suite à l'efficace. Voilà. Et aussi une chose, si vous avez jamais un jour quelqu'un qui vous dit bon alors ce slide je vais le passer rapidement, ok, alors si quelqu'un vous dit ça, c'est que le slide il est inutile, supprimez-le ou alors gardez l'idée principale et que vous allez mettre sur le slide d'avant. Sachant que c'est pas forcément la meilleure idée parce que normalement c'est une idée par slide et pas plus. Une idée par slide et pas plus, je le dis. Conseil numéro 6, minuter les interventions. Ça, c'est vraiment important. Hein. Minuter. Vous pouvez certes tenir, allez, 10% de plus. Souvent, les gens préfèrent 10% de moins. Mais 10% oui, mais pas plus. Si vous êtes, par exemple, avec des personnes qui sont anglo-saxonnes, des Américains, dépassez le temps de réunion, dépassez le temps de parole, etc., c'est tabou. En fait, un Américain, il déteste ça.
Donc en fait, faites un filage. Un filage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lorsque vous êtes plusieurs personnes à intervenir, bah vous dites, ben voilà, on va préparer la présentation. Et tu fais ci, tu fais ça. Et donc, vous pouvez le faire par Internet, il n'y a pas de souci, vous faites par Internet. Si vous avez des interventions à distance et des intervenants à distance et s'ils ne veulent pas venir, mais c'est super important. Pourquoi c'est super important? Bah, tout simplement parce que moi je me suis rendu compte que, les gens ils respectent pas leur temps de parole, ça c'est la première chose, mais la deuxième chose c'est que parfois en fait les gens font leur slide à la dernière minute, et donc vous vous retrouvez avec des gens qui ont fait les slides un peu pourris à la dernière minute ou qui font de l'auto-promo, donc ça c'est hyper désagréable. Donc voilà, si autant vous êtes tout seul, vous pouvez rattraper votre timing, mais si vous êtes avec plusieurs personnes qui dérapent, c'est vraiment n'importe quoi. Alors en fait, ça peut déraper dans les deux sens. Généralement, c'est les gens qui parlent plus parce qu'une fois qu'ils sont à l'aise, hop, on les arrête plus. L'autre possibilité, c'est les gens en fait qui vont trop vite et qui finissent leur présentation beaucoup plus rapidement, et après vous êtes obligé de meubler, et ça c'est un petit peu la galère. Voilà. Donc c'est aussi important, par exemple si vous faites 15 fois la même présentation, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans la Tour de France, la première présentation, la première fois que je l'ai faite, elle durait une demi-heure, ensuite elle durait 25 minutes, et ensuite elle durait 20 minutes, et après elle durait tout le temps 20 minutes parce que j'avais trouvé la bonne durée. C'est vrai que plus on refait un speech, plus en fait on va à l'essentiel et on garde des bonnes idées. Voilà. Alors par contre, faites attention à pas oublier des choses. Parfois quand on fait 5-6 fois la présentation, on oublie en fait qu'on a affaire à des novices, que ceci, que cela. Voilà. Donc c'est vraiment important de bien préparer et de bien minuter. Voilà. Gardez aussi, si possible, votre montre sur la table ou votre smartphone sur la table pour voir un petit peu votre timing. Une autre astuce, si vous êtes en fait avec plusieurs personnes et que vous avez une grande présentation, ce que vous faites, c'est que vous avez une personne au premier rang qui va en fait afficher une feuille A4 en disant plus que 10 minutes, plus que 5 minutes. Et en fait, ces trucs-là, ça vous permet en fait d'être plus efficace et de pas en fait déborder. Ce truc-là en fait ne marche pas si la personne est au fond de la salle. Dans la plupart des salons, des conférences et tout ça que je fais, la personne elle est au fond de la salle et en fait vous la voyez pas, ou alors c'est pas terrible, c'est pas super bien fait. Vaut mieux le faire au premier rang avec une personne, tac, que vous pouvez voir tout de suite et qui vous pouvez même jouer avec elle en disant, ah je crois qu'on me fait signe pour que il reste plus que 5 minutes, je vais aller à l'essentiel. Et quand vous allez à l'essentiel, le but c'est pas de faire toutes les slides. Ça aussi c'est quelque chose que je remarque, c'est les gens quand on leur dit vous n'avez plus que 5 minutes, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de plus en plus vite et en fait ils essayent de faire de plus en plus vite leurs slides. Or en fait c'est pas ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut se dire voilà, l'idée importante de cette slide c'était ça. Voilà. Et essayez de ne pas frustrer les gens en présentant des slides qui ne verront pas. Ou alors vous leur dites, bon attendez, ça je l'aborderai plus tard, ou vous retrouvez les détails, ou je vous ferai un enregistrement, etc., etc. Donc ne les frustrez pas non plus en se disant, merde, ce slide était intéressant, mais je ne vais pas vous le dire. Voilà. Conseil marketing numéro 7, créez un contact visuel avec votre auditoire. Ça c'est super important. Comme je vous le disais, quand on fait une présentation à 50, 100 personnes, etc., c'est pas facile. Donc ce que vous faites, c'est que vous demandez à des collègues dans la salle de se placer à différents points, par exemple au premier rang, au fond à gauche, au fond à droite, et en fait essayez de les garder comme repère visuel. Ou alors vous regardez dans la salle des gens en fait qui ont un sourire, ou qui sont plutôt sympas, ou qui sont plutôt souriants, et en fait vous les gardez un petit peu en guide. Et vous en prenez bien sûr un au début à gauche, un au fond à droite, un au fond à gauche, etc. etc. En ayant ces 2-3 repères, vous pensez à balayer par là, par là, par là de temps en temps, et vous revenez par là, par là, par là, par là. Alors, c'est pas une technique qui est facile à faire, parce que souvent en fait on peut pas parler et penser à ça, mais faites-le au moins au début, et en fait vous verrez que mine de rien les gens quand ils ont l'impression que vous leur parlez, et en fait parfois ils viennent vous voir et disent ah oui c'était sympa, j'ai l'impression que vous parliez, etc., etc. Et quand vous avez fait ça une ou deux fois en fixant les gens, naturellement les gens ont un sourire et ils font un petit peu attention, et puis voilà, ça c'est vraiment important. Voilà. Balayez donc votre regard sur les visages amicaux, ça c'est quelque chose que je vous disais. Le point numéro 8, conseil marketing numéro 8, personnalisez vos présentations, selon vos interlocuteurs et le contexte. Vraiment, le succès d'une présentation perd parfois à très peu de choses. Un détail, c'est la personnalisation. Par exemple, moi je mets toujours le logo de l'entreprise.
Dans certaines vidéos, je rajoute le logo même de l'entreprise. On peut rebondir sur une actualité, par exemple la VTO, par exemple une actualité régionale, c'est passé sur Capital. On peut également personnaliser, si vous faites un tour de France, personnaliser avec la photo de la ville, une entreprise de la région, etc., etc. Vous donnez un exemple, non pas l'exemple de Paris, mais vous donnez un exemple local. C'est super important. Et comme je le disais, comment on fait pour trouver un exemple local quand on n'a pas de choses comme ça, ou quand on est à un web séminaire, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous discutez avec les gens avant à la pause et ils vous diront bah tiens justement nous dans notre région on a ça comme particularité, on a ceci cela et vous pourrez l'exploiter en disant tiens voilà tout à l'heure j'ai discuté avec monsieur Bidule et il me disait que ceci cela etc etc. Voilà ça vous permet de montrer que vous intéressez aux gens, vous intéressez à eux. Voilà donc vraiment arriver en avant c'est quelque chose qui est essentiel. Voilà. Conseil marketing numéro 9, utiliser la gestuelle et l'expression du visage. En fait, généralement, on dit que 80% de la communication est non verbale, c'est-à-dire que les interlocuteurs analysent les gestes, les sourires, votre position. Ça me rappelle un petit peu comme à l'armée. À l'armée, en fait, quand j'ai fait mon service militaire, en fait, les sergents et tout ça, ils nous disaient, bah, de toute façon, à défaut d'être un bon soldat et ça va bien marcher au pas, au moins, il faut que vous ayez un bel uniforme bien repassé. Alors, ça a l'air tout con, mais c'est vraiment essentiel. Quand vous allez chez un client, faites attention à avoir un costume qui est à peu près classe. Ça m'est déjà arrivé en fait une fois d'aller à une présentation prospect. Je n'avais pas fait la lessive depuis un certain temps et j'ai pris une vieille chemise. Et en fait, je m'en suis rendu compte un peu tard. C'était une chemise qui était un petit peu élimée et qui est un petit peu vécue parce que j'ai fait du repassage un petit peu fort dessus. Et je me dis oh merde, la chemise elle est flinguée. Et au lieu d'aller au rendez-vous prospect, tout de suite en fait j'ai fait un petit arrêt. J'étais dans un supermarché, enfin un hypermarché, et j'ai tout de suite changé de chemise et j'en ai acheté une nouvelle qui était bien plus classe, beaucoup plus moderne, etc. Et en fait, quand on est en plus beau et qu'on se sent beau, on gagne confiance en soi. Autrement, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais eu cette chemise marron avec ce truc très blanc qui était fait avec le fer à repasser. Qu'est-ce qui serait passé? Je me serais dit, oh Fred, putain, il voit que ça, il voit que sa chemise. Oh putain, ma chemise, elle est pas géniale. En fait, ça m'aurait obsédé, ça m'aurait fait un parasite. Donc, il vaut mieux en fait se concentrer là-dessus. Voilà. Sentez-vous beau. Au lieu de, par exemple, vous faites une présentation et vous n'avez pas le temps de préparer du tout. Et au lieu de passer du temps à stresser, à vous dire faut que je répète, au contraire, déjà prenez le temps, sentez-vous à l'aise, rasez-vous bien, vous dites voilà, ouais, je suis la classe, j'ai confiance en moi, je vais cartonner. En fait, c'est un peu la méthode Coué, mais en fait, rien que le fait de sentir l'air, de se sentir beau, ça vous apporte vraiment quelque chose. Donc vraiment, soignez votre présentation. Alors après, il y a différents niveaux de présentation. Moi, je dis toujours, hein, bon, même si maintenant ça devient un peu moins vrai parce qu'il y a moins de différence de costumes, mais pendant très longtemps, en fait, il y avait un niveau d'habillement qui dépendait de votre interlocuteur. Par exemple, vous devez toujours être euh, comment dire, habillé de la même manière, jamais au-dessus de vos clients. C'est-à-dire que par exemple, si vos clients sont en costume chemise, ne venez pas avec le costard cravate, ça fait un peu too much. Il y a certains secteurs par contre où c'est obligatoire dans la banque. Donc généralement, en fait, il y a on va dire 3-4 niveaux de costumes. Le premier de costume le plus élevé, et là c'est qu'on est quelque chose de vraiment très sérieux, qu'on est dans le domaine bancaire, qu'on passe un entretien d'embauche, c'est le costume cravate. Quasiment plus personne ne met maintenant le costume cravate, donc ça se met vraiment, il ne faut pas le mettre de trop. Si vous mettez costume cravate de trop, parfois vous aurez l'impression d'être un peu has-been. Le deuxième niveau, en fait, c'est le costume sans cravate avec une chemise qui n'est pas, comment dire, fantaisie, c'est-à-dire une chemise unie, par exemple bleu, blanc ou des choses comme ça. Et donc en fait ça c'est pour montrer en fait que vous êtes entre professionnels, que je vous respecte et que vous comptez pour moi, que vous êtes un prospect et qu'on est une entreprise sérieuse. Le deuxième niveau, c'est en fait la veste de costume, la chemise qui est un peu plus fantaisie et éventuellement pas un jean mais un pantalon on va dire sombre ou en tout cas un pantalon qui fait pas de jean en fait. Voilà, un pantalon éventuellement de couleur pourquoi pas, mais pas trop non plus de couleur parce que si vous avez un pantalon par exemple rose ou vert, là ça fait un peu too much quoi. Voilà. Le troisième niveau, c'est tout simplement uniquement la chemise et justement un jean, mais encore une fois pas un jean de couleur, mais un jean en fait noir par exemple. Là en fait vous êtes dans une communication, on est entre potes, on n'est pas très sérieux, je vous connais, on est hyper détendu, on est vraiment, je suis habillé de la manière de tous les jours. Voilà. Ça s'adresse pas, cette tenue-là ne s'adresse surtout pas à un nouveau prospect, mais à quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, un partenaire, etc.
Dernier point, bah forcément c'est le jean t-shirt ou c'est le polo jean, etc. Bah là on est vraiment pas du tout dans la démarche commerciale. Si vous voulez signifier à quelqu'un que vous n'en avez rien à foutre de lui, que vous venez un petit peu à l'arrache, que vous aviez oublié votre rendez-vous, bah, habillez-vous comme ça et vous verrez c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors bien sûr c'est pas valable dans tous les secteurs. Il n'y a pas très longtemps en fait j'avais un de mes amis qui passait un entretien pour un magazine. Lui il est journaliste et je lui ai dit bah attends mets au moins une chemise et puis mets au moins un jean de couleur, enfin pas noir, pas bleu quoi. Et il me disait mais non, oh, j'ai l'impression que ça va être too much. Et en fait il est allé en chemise et en jean. Et comme c'était le code de la profession, bah, ça s'est très bien passé également. Voilà. Mais bon là encore une fois, il y a des différences entre venir avec un t-shirt un petit peu sympa et classe et un t-shirt hard rock, heavy metal. Là forcément, bah, vous allez passer une image pas forcément celle que vous souhaitez faire passer. Bien entendu, on dit toujours l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Voilà. Donc autrement, comme je le disais, il y a aussi l'attitude physique, l'attitude positive ouverte, hein, souriante, c'est regarder la foule, sourire, faire des gestes vers eux. Ne faites pas les bras croisés. Le doigt qui pointe une personne, le doigt sur les lèvres. Les doigts sur les lèvres, c'est-à-dire que je mens. Le fait de se tirer le menton, croiser les jambes quand on est assis, serrer les poings, se mordiller les lèvres, se gratter la tête, tourner le dos au public, lire son PowerPoint, secouer la tête, aller en arrière. Vous allez voir, en fait, parfois les gens, quand me disent, voilà, il faut aller de l'avant et mobiliser les équipes, et à ce moment-là, tac, 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 ils reculent, en fait, tout simplement parce qu'ils disent une chose à l'oral, mais leur corps leur fait dire autre chose. Voilà. Donc il faut vraiment avoir une cohérence entre les deux, entre votre discours oral et vos attitudes visuelles. Voilà. Donc commencez toujours par un petit sourire, par exemple un petit merci, hein, je vous remercie d'être venu, je suis très content que vous ayez fait le déplacement ce matin, etc. etc. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Mettre de l'émotion, dire c'est un sujet qui me tient à cœur, etc. etc. Ça c'est vraiment bien parce qu'en fait les gens ils disent ah ouais c'est un truc qui l'intéresse, etc. etc. Le conseil numéro 10, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est respirer. Il faut vraiment apprendre à respirer pendant la présentation. Donc généralement on prend une ou deux respirations avant de commencer. Allez, on y va. Et en fait, après on respire lors de la présentation. On fait une petite pause, on respire. Alors une astuce également, respirer par le ventre. Respirer par le ventre, c'est une technique en fait qui permet de pas en fait être tout le temps à court d'oxygène. C'est-à-dire qu'en fait vous allez gonfler le ventre et ensuite vous allez pouvoir parler. Et en gonflant le ventre, en fait, comme si vous aviez le gros ventre, en fait, vous allez avoir plus d'oxygène et ça va vous permettre de parler beaucoup plus longtemps. Donc c'est très très important. Prenez votre temps, martelez vos idées. Voilà, on pardonnera pas forcément à quelqu'un qui a du stress, qui bégaye, qui se plante un peu sur les mots, comme je le fais là. Mais par contre, en fait, si c'est quelque chose qui est inaudible, si la personne se met à tousser ou n'importe quoi, bah, c'est pas génial. C'est pour ça, en fait, moi, ce que je vous conseille tout le temps, c'est d'avoir avec vous une petite bouteille d'eau ou un petit verre d'eau. Et vous le mettez à côté et en fait vous prenez un petit verre d'eau de temps en temps. Alors il y a une technique qui peut marcher. Si vous êtes en train de faire une présentation, que vous êtes en train de faire un truc qui était important, et vous dites voilà c'est la fin de la première partie. Si vous faites en fait le coup d'aller prendre votre verre d'eau, le boire, le reposer, ça pose une situation. Sincèrement, moi je l'ai déjà fait une fois. Parce qu'on m'avait dit ça, tu verras, ça va marcher. Je l'ai fait une fois et c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que les gens ils attendent, ils se disent mais qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il fait, il est en train de prendre une petite pause, il est super à l'aise. Donc comme ça, si vous avez un sujet comme ça, où vous voulez en fait que les gens comprennent et qu'ils aient le temps, faites une petite pause, prenez votre verre d'eau, buvez-le tranquillement, voilà, et vous dites bah voilà, on va pouvoir reprendre maintenant, etc. etc. Voilà. Conseil marketing numéro 11, moduler votre voix. Voilà. Un bon présentateur, comme je disais, peut moduler sa voix. Si on a une voix trop monocorde, trop monotone, c'est chiant. Donc en fait, il y a une autre manière, comme je disais, de marteler les mots, mais c'est aussi mettre un peu d'émotion. Comme je disais, c'est chiant, c'est emmerdant, etc., etc. Faites-le, c'est important. Mettez de temps en temps de l'enthousiasme, comme ça. Prendre le ton de l'explication. Bah voilà, ça fonctionne comme ça. Du questionnement. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Vous êtes d'accord avec moi?
Eh ben moi aussi je suis d'accord. Voilà. Vous êtes obligé de, vous pouvez faire les questions et les réponses, hein. Ça peut fonctionner aussi. Vous pouvez également proposer quelques astuces lors de la présentation. Moi en fait, par exemple, de temps en temps, je préparais des petits jeux de mots. Par exemple, alors voilà, on va passer à la partie démonstration, puisque plus que des mots, bah, je vous propose d'avoir une petite démo. Donc c'est un petit jeu de mots qui permettait un peu de détendre l'atmosphère, etc. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est poser une question au public. De plus en plus en fait d'applications mobiles permettent en fait de faire des votes en direct. Alors ça prend un peu de temps. Si vous faites des votes en direct, sachez que on va dire il y a à peine 25% des gens qui vont voter. Il y a plein de gens qui auront des problèmes techniques, mais ça permet de donner un petit peu d'interactivité. Sachez par contre que ça prend du temps. Ça prend du temps, si vous dites tiens on va poser la question, ça va durer 2 secondes. Non, multipliez par 2 ou 3 le temps, parce qu'au début il faut que les gens ils trouvent l'endroit pour voter, il faut qu'ils votent, il faut que ça apparaisse à l'écran, etc., etc. Donc attention au vote. Faites plutôt un vote à main levée. C'est-à-dire que vous allez dire, bah voilà, bonjour à tous, combien de personnes d'entre vous ont un compte Facebook? Allez, on se compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Voilà, donc ça en fait, ça vous permet de réveiller un petit peu la salle. Voilà. Regardez un petit peu les stand-up des comiques. Regardez ce que fait, je sais pas, Dubosc. Vous verrez en fait que systématiquement ils font participer un petit peu les gens. Ils font qu'est-ce que vous en pensez? Et vous pouvez aussi, bon alors ça par contre c'est beaucoup plus compliqué, on ne peut pas le faire comme ça, c'est en fait prendre un bouc émissaire dans les premiers rangs. C'est-à-dire, bon allez, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous approchez, vous mettez le micro, ah d'accord, vous pensez de ci, vous pensez de ça. Alors ça, c'est une technique qui va réveiller l'auditoire. Alors là, si vous faites ça, les gens, ils auront la trouille, mais en fait, c'est assez compliqué à faire parce que vous allez prendre à partie quelqu'un. Donc faites très attention avec cette technique, elle marche bien, mais n'en abusez pas. Voilà. L'autre chose, c'est d'utiliser un modèle de PowerPoint cohérent. Bien sûr, faites un modèle qui soit votre charte graphique. C'est super simple à faire. Prenez une image vide, vous mettez un fond blanc, vous ajoutez une marge de gauche avec votre logo, vous mettez une barre en haut avec de la couleur, etc., etc. Et vous aurez tout de suite votre présentation. Alors, ne prenez pas trop d'espace pour en fait comment dire, vos styles graphiques, etc. Il faut vraiment laisser comme beaucoup de texte, de place au texte en fait pour que ça soit bien aéré. L'autre point, c'est que de plus en plus, en fait, les gens utilisent le format 16 neuvième pour les PowerPoint. Donc, essayez plutôt d'utiliser le format 16 neuvième si vous pouvez, puisqu'en fait, c'est un format qu'on retrouvera vraiment de plus en plus. Voilà. Et pas le format 4 tiers, qui est le format en fait des écrans de télé. Voilà. Conseil numéro 13, restez neutre si vous n'avez pas la parole. Ça en fait c'est super important. Si vous êtes par exemple 4-5 intervenants à apparaître, à faire la présentation à l'oral, souvent en fait les gens sont en randonnion et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent leur téléphone, ils se regardent les pieds, etc. etc. Non, au contraire, il faut que les gens en fait qui soient à côté soient là pour soutenir la personne. En disant bravo, oui c'est bien, pas de bras croisés, pas de ceci que là, ils disent oui, ils secouent de la tête, etc. etc. Faites vivre également votre présentation. Vraiment, le monologue, comme je disais, c'est un petit peu chiant. Donc voilà, posez des questions, faites de l'interactivité. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui parle. C'est pour ça que généralement, quand vous avez un gros discours, faites plutôt deux personnes qui vont se renvoyer la balle, l'autre qui l'interrompt de temps en temps. Alors bien sûr, il faut que ça soit précis et déjà minuté. Par exemple, l'autre qui va lui dire et au fait, si on est dans quelle situation, qu'est-ce qui se passe? Et tu veux dire que pour ça, on peut faire ça, etc., etc. Vous devez en fait jouer entre les deux pour en fait soit mettre en avant des trucs, soit déminer un terrain en posant des questions, soit en fait faire les questions et les réponses, c'est-à-dire faire une question qui va être automatiquement faite. Alors une fois, ça m'est déjà arrivé en fait lors d'un Tour de France que j'ai effectué. En fait, on était dans une situation où en fait les gens qu'on allait voir étaient très mécontents. Ah oui, ils étaient très mécontents et on savait qu'on allait se faire lyncher. Et on savait qu'on allait avoir des questions désagréables, on savait qu'il y allait avoir ceci, cela. Et en fait, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait venir à l'oral témoigner une personne qui était, entre guillemets, cliente de nos solutions et qui est une question amie. Et, enfin, qui était une personne amie. On lui a demandé de poser des questions. Alors on dit, bah voilà, maintenant on va accueillir telle personne qui va en fait nous parler de son expérience avec tel produit. Alors machin, qu'est-ce que tu penses de produit? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela? Ça permet en fait d'éviter la séance de questions-réponses où les gens sont comme une meute de loups et se jettent sur vous. Et en fait, grâce à ça, en fait, ça vous permet de maîtriser un peu le truc. Alors bien sûr, vous aurez la session de questions-réponses. Bien sûr, le mec qui sera passé à l'oral aura un peu l'air d'être un collaborateur, mais en tout cas, ça vous permettra d'éviter cette séance de questions-réponses forcément désagréable. L'autre point, quand vous avez ce genre de personnes, moi ça m'est arrivé aussi lors de certains Tours de France, on avait tout le temps à l'étape de Marseille une personne qui posait des questions qui étaient
très pertinentes mais qui nous emmerdaient parce qu'elles étaient justement très pertinentes et un peu dérangeantes, ben, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on allait déminer le terrain et on posait les questions en one-to-one et on parlait de ces discussions-là avec les personnes en amont, ou les gens qui sont très mécontents et qui disent de toute façon, moi, lors de votre salon, je vais vous en profiter pour parler de tel sujet. Ben, vous déminez la situation lors du café avant le début de la conférence pour essayer de régler les problèmes. Voilà. Conseil marketing numéro 15, offrez un résumé de votre PowerPoint à vos auditeurs. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'on ne peut pas à la fois avoir un texte qui est super précis avec plein d'exemples et lire le texte. Donc vraiment, vous faites deux versions de PowerPoint que vous pouvez remettre en fait à la fin de la présentation ou que vous pouvez envoyer par email le jour après. Surtout ne remettez pas les slides avant de commencer parce que les gens qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire toutes les slides et vont pas faire attention à ce que vous dites, etc. etc. Voilà. Ne remettez pas non plus de pochettes cadeaux avec des stylos, des fiches produits, des slides. Éventuellement vous mettez sur les sièges un questionnaire ou une fiche produit ou quelque chose comme ça, mais n'en mettez pas trop parce qu'autrement les gens vont lire tout ça au lieu de vous écouter. Voilà. Par contre, remettre un petit cadeau à la fin de la présentation, c'est-à-dire que quand les gens ils sortent de la salle, etc., ça c'est important. On dit voilà, on va vous remettre une clé USB, un goodie, un code de réduction, et en fait, et surtout restez jusqu'au bout parce que je vous donnerai tel truc. Voilà, ça c'est important. Conseil marketing numéro 16. Terminer par une session de questions-réponses. Alors ça c'est important lorsque vous êtes en mode web séminaire, en mode conférence, etc. Lorsque vous êtes en mode réunion, bien entendu, il faut que les gens posent leurs questions au fur et à mesure, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Pour le rendre plus agréable, au lieu de dire bon alors voilà, on va passer à la sempiternelle séance de questions-réponses, vous dites voilà, maintenant c'est à vous de parler, j'aimerais bien avoir vos remarques. Est-ce que vous nous faire part de vos questions? Alors, bien entendu, essayez de vous arranger pour que la première question soit posée par quelqu'un que vous connaissez. Donc à ce moment-là, si vous connaissez quelqu'un dans la salle, dites-lui, bah, tiens, est-ce que tu pourrais poser cette question en premier? Voilà. Ou alors, s'il n'y a personne qui se lance, c'est vous qui faites la première question. C'est-à-dire, bon, plutôt que, je vais commencer par une question qu'on m'a posée tout à l'heure au café. Une question qui est importante, c'est est-ce qu'on peut faire ceci ou est-ce qu'on peut faire cela? Voilà. Ça vous permet d'amorcer un peu et s'il faut, vous inventez le fait que quelqu'un vous a posé cette question, hein, mais posez-la. C'est le fait de poser la première question qui va enclencher la dynamique d'avoir des gens qui vont participer. En revanche, ne prolongez pas trop les sessions de questions-réponses. 10 minutes environ, 5 ou 6 questions. Ça, c'est pour les réunions physiques. En web séminaire, il y a nos limites, mais ne faites pas plus en présentation physique parce que qu'est-ce qui va se passer? S'il y a plus de 10 minutes, il y a des gens qui veulent se barrer et qui sont coincés, qui n'osent pas se barrer et qui commenceront à s'impatienter. Si vous faites plus de 10 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez forcément tomber sur la question qui fâche avec quelqu'un qui va vous poser une question, qui va vous emmerder, qui va griller toute votre présentation. Donc ne faites pas trop longtemps et dites si vous avez d'autres questions, venez me voir, ça va être plaisir que je répondrai en one-to-one. Voilà. La séance de questions-réponses va vraiment être importante et permettre aux gens de s'exprimer, mais elle ne doit pas être en fait une occasion de vider son sac ou des choses comme ça. Voilà. Évitez également les derniers problèmes de dernière minute. Il faut savoir que s'il y a quelque chose qui ne va pas lorsque vous faites une présentation physique, c'est de votre faute. C'est vraiment important. Si le vidéoprojecteur plante, c'est de votre faute. Si il n'y a pas de prise VGA, c'est de votre faute. En fait, vous devez anticiper les choses. Vérifiez que le vidéoprojecteur fonctionne bien. Si nécessaire, vous prenez un vidéoprojecteur d'appoint. Ça m'est déjà arrivé d'en prendre un tout petit qui tient dans une petite valisette. Vérifiez qu'il y a un port VGA ou HDMI ou prévoyez un adaptateur. Vérifiez que votre PowerPoint fonctionne sur le PC sur lequel il y a la vidéoprojection, vérifiez que la version du PowerPoint est la même, vérifiez que vous avez un accès Wi-Fi, vérifiez que les celles de Google Docs sont bien transférées sur PowerPoint, il n'y a pas une mise en page qui est complètement foireuse. Bref, réduisez au maximum vos facteurs de stress. Donc arrivez bien en avance. Si vous faites une formation physique, arrivez le jour d'avant. Parce que si vous arrivez le jour même, vous arrivez quoi, une demi-heure, une heure avant. Si vous avez un problème de câble, de batterie, de prise, de rallonge et tout ça, ça va être la galère. Ensuite, mettez toujours vos slides sur clé USB, Google Drive, Dropbox, etc. au cas où. Voilà. Anticipez également les absences. En fait, il faut vraiment savoir que lors d'un Tour de France, un petit déjeuner, etc., vous avez un no-show d'environ 40%, c'est-à-dire que vous avez 60% des gens qui viennent. Si vous vous adressez à des gens qui sont tout simplement en web, là, vous avez grosso modo 60% de no-show, hein, voire 70%, un tiers des gens qui participent. Donc en fait, tenez-le pour vous, pour dire, hein, si vous faites un web séminaire et que vous avez 100 personnes inscrites, vous en aurez 30-35. Si vous faites une formation physique et vous avez 100 personnes inscrites, grosso modo, vous aurez 50 à 60 personnes qui viendront. Voilà.
Pour avoir les gens, faites une relance téléphonique. Par exemple, une relance téléphonique par téléphone, un J+1 par email avec le plan de l'endroit, un SMS le matin, des choses comme ça, à tout à l'heure à telle adresse, etc., etc. C'est super important de relancer régulièrement et par différents canaux. Si vous faites de la présentation, par exemple genre Tour de France, web séminaire, réunion client, etc., appelez-les au téléphone le jour d'avant pour leur dire ok, ben voilà les dernières informations sur le salon de demain, on a vraiment hâte de vous voir. Surtout ne dites pas est-ce que vous venez toujours demain. Alors là, si vous faites ça, vous allez voir que les gens vont surtout pas venir. Ils vont se dire oh bah finalement, ils sont même pas sûrs que je vienne, donc finalement je viens pas. Voilà, voilà. Prévoyez toujours 10 à 15 minutes de retard par rapport aux horaires affichés. Alors 30 minutes c'est trop, hein. 30 minutes c'est que votre présentation est un échec et qu'il y a quasiment personne et vous êtes obligé de rappeler au téléphone à la dernière minute tous les gens. Non, ce qu'il faut faire en fait c'est que vous devez en fait prévoir 10 minutes de retard. Voilà, ça commence à 9 heures. Vous êtes sûr que ça va commencer toujours à 9h10 parce que les gens sont retardataires, parce que ceci, cela. Donc voilà, laissez un petit peu de temps, mais pas trop non plus, parce que si vous laissez trop de temps, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont venus à l'avance, bah, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont dire bah, la prochaine fois, je viendrai en retard, hein. Ça commence avec une demi-heure de retard. Voilà, donc ne faites pas ça. Si nécessaire, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous commencez par exemple par une séance de questions-réponses, vous posez quelques questions, vous faites un tour de table, vous faites ceci, vous faites cela, faites un petit truc off, etc., etc. Donc c'est important que les gens ne restent pas à attendre sans rien faire, à consulter leur email. Voilà. Autrement, comme je vous disais, utilisez la Zappet Pass Slide. Moi, en fait, j'utilise une Zappet de Kensington, ça coûte 30 €. C'est super utile pour passer les slides. Voilà. Donc, je finis par les 11 erreurs, très simple, hein. Évitez de sortir du script de démo. Ça, c'est vraiment important. Script de démo, script de présentation. Là, c'est le plus sûr moyen de vous planter. Parfois, on se dit, ah tiens, si je sortais, si je parle montrer ça, et là, boum, ça pète. D'éviter un discours comme une mitraillette, ou sans trop y croire. Comme une mitraillette, c'est un peu comme je fais moi, hein. On n'arrête pas d'en balancer des idées à 50 km/h, ou 100 km/h, ou 120 km/h. Au contraire, il faut encore se dire que le fond et la forme sont importantes. Donc voilà, il faut faire passer de l'émotion, certes, mais il faut prendre son temps, de prendre le temps. Voilà. Euh, ne faites pas des slides surchargés avec des polices de caractère 10 et des phrases entières. Ne faites pas des transitions avec des animations, etc. Les animations, ça fait hyper has-been. Les seules animations qui sont autorisées actuellement, c'est quand vous avez une image, vous faites un GIF animé. Et là encore, c'est intéressant. Mais ne faites pas des transitions avec des effets sur les textes. Éventuellement, si vous avez un slide un petit peu chargé, faites des textes qui apparaissent au fur et à mesure. Éventuellement. Mais bon, moi je suis pas un gros fan, je préfère tout faire apparaître d'un coup. Voilà. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Faire apparaître au fur et à mesure les puces, ça peut être intéressant si vous voulez pas que les gens ils voient tout. Voilà. Ne restez pas statique, ne regardez pas uniquement votre collègue au premier rang, bougez un petit peu. Voilà. Préparez votre discours, mais surtout l'erreur c'est de tout répéter par cœur. Non, il faut uniquement avoir un déroulé avec des grands points. Voilà. Ne pensez pas que le fond aussi bien que la forme. Comme je disais, les belles slides, c'est important. Les fautes d'orthographe, ça nuit tout de suite à votre discours. Il ne faut pas parler trop vite ni trop lentement, ne pas lire son PowerPoint, prévoir toujours un plan B en cas de problème technique, un PC en panne, un PowerPoint qui ne fonctionne pas, etc., etc. Et enfin, vérifiez toujours votre présentation sur différents PC, vous verrez, ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace. Un petit point pour finir sur tout ce qui est outils de présentation à distance. Donc il y en a plusieurs que j'utilise. Le premier en fait Google Hangout, très simple quand vous faites des réunions à distance, gratuits ou quasi gratuits. Webex.com, bon, je l'utilisais pendant des années, je trouve maintenant qu'il est un petit peu cher. GoToMeeting, intéressant lorsque vous devez avoir des conférences avec plus de 300 personnes. J'utilise également GetResponse, ma solution d'autorépondeur qui permet aussi d'avoir 100 personnes en simultané en web séminaire. JoinMe qui permet en version gratuite d'avoir 3-4 personnes. Après, vous pouvez monter jusqu'à 50 ou 100 personnes. J'utilisais beaucoup pour faire des web séminaires il y a encore quelques temps. En équivalent, il y a Zoom.us qui est l'équivalent de JoinMe avec un numéro de téléphone qui est un peu plus fiable, je trouve. Skype Entreprise également qui peut être assez intéressante, mais bon, Skype ça fait quand même très entre guillemets amateur, start-up. Donc faites plutôt appel à une solution comme GoToMeeting, JoinMe, ZoomUs, Google Hangout, Webex qui font quand même beaucoup plus pro. Voilà. Donc ces solutions ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 25-30 € par mois, donc c'est vraiment important. Voilà. Mes conseils pour une bonne présentation en web séminaire,
utilisez un téléphone fixe. Vraiment, c'est vraiment important. Le son avec la voix pour IP, c'est vraiment trop aléatoire. Utilisez le téléphone fixe. Voilà. Définissez les règles lors de la présentation. Par exemple, si vous êtes deux à intervenir, dites à la personne, surtout tu ne mets pas en réponse automatique, tu ne réponds pas en fait à un autre message, etc. parce qu'autrement ça va être musique d'attente pour tout le monde. Voilà. Envoyez un email avant la réunion pour expliquer la procédure de connexion, ça c'est super important. Vous aurez tellement de personnes qui vont essayer de se connecter le jour J, qui vont être frustrées de ne pas pouvoir venir. Voilà. D'ailleurs, si vous faites une présentation en web séminaire, mon conseil, c'est tout simplement de dire aux personnes, venez à assister à la présentation, vous pourrez poser vos questions en live. Si vous n'êtes pas disponible, dites-le moi, je vous enverrai le replay. Le replay, vous aurez toute la conférence, mais vous ne pourrez pas poser vos questions. C'est vraiment ça. Posez vos questions en direct. C'est pour ça que c'est important que on réponde pendant un quart d'heure, une demi-heure, voire plus, aux questions à la fin. Ne paniquez pas non plus si la présentation gèle à l'écran ou si les utilisateurs sont déconnectés, ça arrive tout le temps. Si vous avez le téléphone, c'est pas grave, vous continuez sur le téléphone et vous dites aux gens, de toute façon, vous aurez après les slides, ne vous inquiétez pas. Voilà. Parlez plus lentement et faites des mouvements moins rapides quand vous êtes en web présentation parce qu'en fait les gens, parfois il y a un décalage, il faut faire une petite pause et des choses comme ça entre les différents slides. Enregistrez les présentations et rediffusez-les sur YouTube, sur Vimeo, etc. Faites un compte rendu dans les 48 heures et envoyez la réunion, la compte rendu de réunion dans les 48 heures et toujours vérifiez votre matériel. Voilà. Voilà, je vous ai présenté les 18 conseils incontournables pour réussir vos présentations orales, que ce soit un web séminaire ou que ce soit en fait une présentation devant 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000 personnes. Allez, à vous de jouer.